Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au Forum du patrimoine. Nous sommes à Paris, au Salon international du patrimoine culturel, où nous avons posé nos caméras pour 3 jours d'échanges et de débats avec des experts, des entreprises, des architectes, mais aussi des associations du secteur patrimonial. Cette 5e édition du Forum est organisée par le magazine Atrium et Atelier d'Art de France. Depuis 2010 et la circulaire de restauration écologique des cours d'eau, plus de 10 000 moulins ont déjà été supprimés. Ces aménagements hydrauliques, connus depuis l'Antiquité, font l'objet d'un démantèlement dramatique combattu par les 2 invités présents sur le plateau. Je reçois Christian Lévesque. Bonjour. 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 Vous êtes scientifique, directeur émérite de recherche de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. À vos côtés, Pierre Méningue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins. Historiquement, les moulins existent donc depuis l'Antiquité. Mais pourquoi vouloir les détruire aujourd'hui? Alors, la genèse, c'est qu'après, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, donc on avait à peu près 100 000 moulins au XVIIIe siècle. C'est une vieille institution, le moulin banal. Nos rivières vont être couvertes de moulins à partir du XIIIe, XIVe siècle, fin de la Renaissance. On va retrouver un moulin à eau et son petit seuil, puisqu'on ne détruit pas le bâtiment du moulin, mais on détruit son organe principal, c'est le seuil, le petit barrage qui permet de rehausser les eaux et de créer une chute permettant d'entraîner la roue. Donc au XVIIIe, on en avait 100 000, et jusqu'au milieu du XXe siècle, la plupart de ces moulins vont produire donc, farine, tout un tas d'éléments économiques. Ils vont être aussi à l'origine de la révolution industrielle en France. Il faut voir que c'est une très grande réussite européenne, le moulin à eau puis le moulin à vent vont permettre de connaître tous ces mécanismes, et au fur et à mesure des siècles, ils vont se complexifier, puis on va arriver jusqu'au moteur à explosion, alors avec d'autres techniques qui vont s'y ajouter, mais le moulin est vraiment l'ancêtre, on va dire, de nos usines. On se sert de la force des eaux et de la force du vent pour ajouter à la force des hommes et des animaux de trait celle de ces éléments. À partir du milieu du XXe siècle, beaucoup de moulins à eau vont perdre cette activité avec le plan Marshall, l'énergie à bas coût, le pétrole, puis l'énergie nucléaire. Et ces petites productions vont être abandonnées. Les moulins vont néanmoins être entretenus tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle par les ponts et chaussées pour leur rôle de régulation des eaux, puisque tous ces petits barrages sont munis de vannes. Et de tout temps, donc, nous avons des écoulements étagés dans nos cours d'eau avec cette régulation très ancienne. Et puis, à partir des années 2000, un courant écologiste, dit entre guillemets renaturiste, va percevoir dans ces aménagements anthropiques, c'est-à-dire construits par l'homme, une espèce d'élément non naturel, puisque fait par l'homme. On est dans cette dialectique d'opposition entre l'homme et la nature, qui est assez contemporain, et va considérer que ces petits ouvrages entravent la circulation des espèces, et en particulier des poissons migrateurs, puisque les poissons migrateurs, comme le saumon, ont besoin de remonter très loin sur les rivières pour pondre. Et donc, une circulaire va sortir à ce moment-là. Alors, la loi, si vous voulez, prévoit depuis toujours que les ouvrages en rivière, sur les rivières à migrateurs, soient aménagés pour permettre leur franchissement. Mais cette circulaire va aller beaucoup plus loin, puisque l'idée est donc de renaturer. Et il va y avoir une incitation assez forte des administrations pour détruire ces ouvrages, décloisonner, comme ils disent, nos rivières, défragmenter nos rivières, avec cette assertion que j'ai rappelée de cette circulaire qui est, je dirais, le fondement de cette circulaire, c'est de dire que le cloisonnement de nos cours d'eau, la fragmentation de nos cours d'eau avec ces dizaines de milliers de petits barrages est une entrave au développement de la biodiversité. Voilà. Donc c'est comme ça les agences de l'eau en particulier, vont se mettre à financer la destruction de ces ouvrages. Donc il y en a déjà un certain nombre qui a été démoli. Alors malheureusement, il y en a énormément qui ont été démolis. L'Office français de la biodiversité comptait à peu près 60 000 seuils en rivière. Seuil ou chaussée de moulins, c'est la même chose. Alors, vous n'avez pas que des ouvrages de moulins sur les rivières, mais c'est à peu près 90% des ouvrages qu'on retrouve en rivière, des petits ouvrages, sont des seuils de moulins. Sur les 60 000 qui étaient comptabilisés en 2010, on en a détruit un peu plus de 12 000, partiellement ou totalement. Alors, totalement, c'est tout l'ouvrage qui a été supprimé, tout le seuil. Et partiellement, c'est soit il a été dérasé en hauteur, soit on a supprimé les vannes, ce qui fait donc que la rivière baisse son niveau et le seuil, on va dire, cette retenue d'eau ne joue plus son effet de retenue. Voilà.
cette menace qui pèse donc sur les moulins, sur les éléments du bâti, elle se répercute sur les cours d'eau. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur l'évêque ? Ouais, moi, je voudrais souligner le fait qu'on s'acharne beaucoup sur les seuils des moulins, alors que les vrais obstacles à la continuité écologique, ce sont les grands barrages. Or, les grands barrages, on n'y touche pas. Hein. Quand vous avez les grands barrages de réservoirs de la Seine qui ont pour objet de protéger Paris des crues, il n'est pas question d'y toucher, bien entendu. Quand vous avez des grands barrages comme Serponçon qui barrent la Durance, il n'est pas question d'y toucher, non, bien entendu. Quand vous avez le couloir rhodanien qui est une succession de 10 ou 15 barrages successifs, comment on remonte les poissons migrateurs ? Je veux dire on voit bien que quelque part, il y a une absence de logique. On s'adresse à des petits seuils, des petits barrages qui ont incidemment peut-être et localement un impact, mais on ne s'adresse pas aux vraies causes de la continuité écologique que sont les grands barrages. Quand vous avez historiquement, on a démontré que la régression des populations de poissons migrateurs sur la Seine avait commencé avec la construction du barrage de Pose à Laval, près de Rouen. Hein, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à documenter la régression des migrateurs. Bon. Alors voilà, je crois que les choses sont claires, elles ont été bien démontrées. Les grands barrages sont en grande partie responsables de la régression à une période, parce qu'on en rediscutera après, des migrateurs. Maintenant, on peut discuter pourquoi on s'adresse aux petits barrages. Pourquoi c'est le BTP qui bénéficie finalement plus que la biodiversité de cette érosion des seuils. Voilà. Oui, alors c'est parfaitement juste, ça c'est un élément très important. Dès que cette politique est sortie, c'est les éléments que nous avons adressés. La France est très riche d'archives. Au XVIIIe siècle, lorsque nous avions 100 000 moulins à eau, tous ces poissons migrateurs sont présents abondamment sur tous les cours d'eau. Alors il y a une différence entre le seuil et le barrage. Le seuil barre le bol de la rivière, ce qu'on appelle le lit mineur. Donc ils font des hauteurs de 1 à 2 mètres, donc des hauteurs modestes, alors qu'un barrage barre le lit majeur, c'est-à-dire toute la vallée. Et là, vous pouvez monter à 4 mètres, 5 mètres, 20 mètres, 100 mètres. Et là, effectivement, vous bloquez vos poissons migrateurs. Donc, les moulins ont vécu pendant des siècles avec une abondance de toutes ces espèces. On a des documents effectivement historiques très clairs. Ce sont généralement donc des seuils, ce sont des barrages en forme de dôme. Et les saumons sautent jusqu'à 2,53 m, la truite 2 mètres, l'anguillon C, les franchis par reptation. Alors, un élément aussi, mais on y reviendra sans doute, qui est très important. Au départ, lorsqu'on nous a annoncé ça, c'est vrai que dans l'esprit des gens qui connaissent mal l'histoire longue de nos rivières, l'idée de se dire, c'est vrai que ces petits barrages ont été construits par l'homme, donc ils ont dénaturé la rivière sauvage. Et en les cassant, on va revenir à une forme plus naturelle, donc forcément bénéfique. Vous voyez, c'est purement idéologique. Mais il faut savoir qu'en fait, nos rivières, depuis des millions d'années, ont été barrées par une autre espèce que l'homme, qui est le castor. Et les rivières de l'hémisphère nord sont étaient barrées jusqu'à l'an 1000 en France, puisque cette espèce disparaît vers l'an 1000, par une succession de barrages de castors. Voilà, les photos qui ont à peu près les mêmes hauteurs que celles de nos moulins. Et toutes les études scientifiques nord-américaines, européennes, sur les effets de cette succession de petits barrages ne donnent que des éloges. Pourquoi ? Parce que justement, ils vont, comme nous avons un climat très saisonnier, ça c'est aussi très important à comprendre, nous avons beaucoup d'eau l'hiver, à un moment où le couvert végétal ne consomme pas, donc nous avons des inondations, comme en ce moment sur nos rivières, et l'été c'est l'inverse. Eh bien ces petits barrages permettent à la fois d'étaler l'onde de crue sur les bassins versants depuis l'amont vers l'aval, donc d'éviter des crues majeures à l'aval, et l'été de nourrir les nappes tout au long de l'année, puisqu'on a beaucoup plus d'eau et les eaux coulent plus lentement dans nos vallées, et l'été de préserver des poches d'eau très importantes pour toutes les espèces, toute la biodiversité, qui sinon n'y serait plus. Et donc nos anciens, si vous voulez, n'ont pas imité le castor, mais finalement on voit qu'il y a une certaine continuité historique et écologique entre ce qu'étaient nos rivières à l'état sauvage. Alors l'homme les a quand même aménagées, parce que les rivières à l'état sauvage, les vallées à l'état sauvage avec ces barrages de castors sont des vallées extrêmement humides. Et l'été, il y avait des problèmes de paludisme, etc. Donc nos ancêtres ont drainé les vallées, c'est-à-dire ils ont un peu recalibré les cours d'eau, ils en ont fait des pâturages, ils ont abaissé un peu les lignes d'eau, mais ils ont maintenu ces barrages pour préserver ces volumes d'eau et permettre de réguler les écoulements, voire même de créer dans beaucoup de vallées, comme c'était le cas au Moyen-Âge, des zones de maraîchage. Quand on va chez le maraîcher acheter ses légumes, c'était en fait dans les vallées. Et autour de ces plans d'eau, de ces niveaux d'eau qui étaient constants grâce à ces petits ouvrages, on avait des successions de petits fossés dont on ouvrait des petites vannes pour nourrir tout un réseau d'eau qui permettait de faire pousser les légumes pendant l'été. Donc c'était une vraie civilisation des eaux, mais vous voyez qu'entre la nature sauvage et l'homme,
il y a une véritable continuité. Alors que si vous détruisez ces ouvrages, évidemment, vous vous retrouvez avec une rivière qui n'a aucune naturalité, en fait, hein, ni de mémoire d'homme, ni de mémoire de castor. J'allais vous poser une question. Vous savez ce que c'est qu'une rivière? C'est un cours d'eau Oui, qui sert à quoi? qui remplit, qui se déverse sur nos terres pour rejoindre l'océan. Oui, alors c'est un canal qui a pour utilité de transférer à la mer les eaux qui tombent sur le continent, hein. Et ce canal, il est contingent des pluies, c'est-à-dire plus il pleut et plus la rivière débite, hein. Ça, c'est une vérité. Alors, quand même, la vérité pour les hommes, c'est qu'une rivière, c'est une arme de destruction massive. Vous savez, c'est une arme de destruction massive. Tous les gens qui habitent le long des rivières le savent. Les anciens le savaient très bien. C'est pourquoi ils prenaient leurs précautions avant de se mettre à proximité des rivières. C'est depuis quelques décennies que l'on s'est mis à construire les pieds dans l'eau presque, hein, au bord des rivières. Et on s'étonne maintenant qu'il y ait un certain nombre de dégâts causés par les cours d'eau. Mais les inondations étaient au moins aussi fortes autrefois qu'aujourd'hui, hein. Là aussi, historiquement, on a bien documenté. Alors, je voudrais très rapidement rappeler quand même à quoi servent les rivières et à quoi elles ont servi. Si on pouvait avoir les images. Enfin, oui, on doit avoir des images. La rivière, pour les humains, elle a servi à plusieurs choses, à trois choses importantes. D'une part, la navigation. Il faut bien savoir que depuis des siècles et des siècles, les Gaulois avaient un système de navigation extrêmement éprouvé. On transportait des minerais de Grande-Bretagne à Rome à partir des canaux et des fleuves européens. L'autre, c'était la production d'énergie. On va en reparler, c'était les moulins en particulier qui n'étaient pas que pour moudre du grain, c'était aussi des moulins industriels. Et le troisième utilité, c'était la pêche. On a peut-être oublié, mais il y a eu des grosses activités de pêche avec des pêcheries installées en permanence sur les cours d'eau. D'ailleurs, il y avait un certain antagonisme entre la circulation des bateaux entravés par les moulins et les activités de pêche, et voilà. Bon, alors, même si les moulins avaient très fréquemment ce qu'on appelait des portes à bateaux. Mais voilà, c'est vrai qu'il y avait ces conflits d'usage. Un type de moulin qui était installé autrefois, c'est une carte postale, je crois que le site a disparu, il a brûlé, mais voilà ce que pouvait être aussi un moulin. Ça n'était pas simplement les moulins que l'on voit encore aujourd'hui avec leurs petits trous à eau, hein, voilà. La suite, s'il vous plaît. Voilà ce qu'était un moulin à papier, par exemple, hein. C'est aussi un patrimoine, ça, c'est le moulin d'Ambert, hein, un moulin d'Ambert qui produit encore du papier à partir de pâte à papier et qui est donc un patrimoine, hein, d'une certaine manière, parce que ce genre de mécanique, on n'en trouve plus beaucoup, hein. À la suite, voilà. Ça, c'était les inondations de Paris, hein. Et ça, c'était au 19e siècle. C'était pas le réchauffement climatique à l'époque, hein. C'était quand même. On a eu des inondations bien avant qu'on ne parle du réchauffement climatique. Et les inondations causaient beaucoup de dégâts, mais relativement peu, parce que les gens s'y attendaient, s'y préparaient. Donc ça créait un peu de désordre, mais bon. La suite. Voilà à quoi servait une rivière, à alimenter Paris en bois, hein, parce que quand on n'avait pas de charbon de terre, on avait du charbon de bois, hein, et on amenait beaucoup de bois ce qui a été à l'origine d'ailleurs de la création de beaucoup de barrages sur le haut bassin de la Seine, parce que ces barrages servaient à ce qu'on appelle faire des chasses. C'est-à-dire que quand il y avait un radeau de bois, on lâchait les eaux du barrage, ça créait une flottabilité plus importante, et donc on descendait les radeaux de bois sur la Seine. Suivant. Ben voilà le barrage de Serponçon. Alors, à quoi ça sert le barrage de Serponçon? Ah ben, on peut dire qu'on pourrait le détruire, hein, parce que quand même, ça entrave la rivière. Mais l'utilisation, au-delà de l'électricité dont on parle toujours, c'est que ça sert à l'irrigation. Et une partie de la Provence ne doit sa prospérité agricole que grâce aux canaux
qui ont été mis en place il y a déjà plusieurs siècles. La Provence a été irriguée depuis plusieurs siècles par les eaux de la Durance. Alors il n'y avait pas encore Serre-Ponçon, mais on s'arrangeait pour détourner une partie de l'eau de la Durance. Et donc les canaux, dont on a vu au tout début la cartographie, c'est un immense réseau qui met en connexion toutes les rivières de France et d'Europe d'ailleurs, hein, et ce qui explique, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais la circulation de tout un tas d'espèces qui envahissent à l'heure actuelle nos rivières parce qu'elles viennent elles viennent du Danube et qu'on a établi un canal entre le Danube et le Rhin. Et donc vous avez tout un réseau interconnecté de rivières et de canaux qui assure la propagation de toutes les espèces, y compris les espèces envahissantes et nocives. Voilà un des canaux d'alimentation en eau, le canal de Bourgogne, je crois. La suite. Voilà, ça c'est le canal qui est à Arles. Le canal qui est à Arles, qui alimente Arles en eau douce, hein, c'est celui qui provient de la Durance. Donc vous voyez, l'utilisation des canaux est importante. Alors ce que je veux souligner, c'est que pour la navigation, il faut qu'il y ait suffisamment d'eau dans les rivières. Donc on a aménagé les rivières pour la navigation, c'est-à-dire qu'on a corseté les rivières, on a fait des digues pour qu'en certains endroits ce soit navigable, on a fait des retenues pour que on puisse faire un débit de l'eau au moment de la période sèche. Et vous savez peut-être que Paris serait à sec, la Seine serait à sec à l'heure actuelle à Paris, si on n'avait pas les barrages réservoirs qui débitent une partie de l'eau pendant la période d'estivage, c'est-à-dire la période d'été. Hein, et c'est la même chose pour la Garonne, c'est la même chose pour une partie des affluents de la Loire. Elles ne maintiennent leur niveau d'eau en été que grâce aux barrages qui alimentent suffisamment les cours d'eau. Donc vous voyez, bon, et d'autre part, dernier point, parce que je vais laisser la parole, pour faire de la navigation, il faut qu'il n'y ait pas trop de seuil. Donc toute l'industrie, en tout cas de navigation, a été de supprimer les seuils des rivières. Parce qu'une rivière, c'est pas un tuyau, c'est une succession de petites vasques, hein, en cascade, si on peut dire. Et pour naviguer, on supprime les seuils qui retiennent, qui forment les vasques d'une certaine manière. Donc on a supprimé tous ces seuils. Alors maintenant, vous allez me dire, dernier point, c'est qu'une rivière, ça fonctionne avec une zone d'inondation. Ça a toujours fonctionné avec une zone d'inondation. Quand je vous dis, hein, c'est quoi une rivière? C'est un tuyau qui déborde, hein, quand il y a trop d'eau. Mais cette zone d'inondation, c'est le lit majeur. Le lit majeur, c'est quoi maintenant? C'est de l'urbain, c'est de l'agricole, c'est des moyens de communication, des autoroutes, ce qui fait que la rivière, elle ne peut plus déborder. Elle n'a plus la capacité de déborder. Donc voilà, vous avez compris. Hein. Donc voilà, et dans ce cadre-là, ce que je disais tout à l'heure, ça sert à quoi de supprimer les petits seuils des moulins, quoi. Alors, on voit bien qu'on ne reviendra jamais à une naturalité. D'ailleurs, faut-il revenir à une naturalité? C'est la vraie question. Hein. Est-ce que vous voulez revenir à une période où les rivières débordaient et détruisaient tout sur leur passage? Madame de Sévigné sur la Durance disait que c'était la calamité, la Durance, hein, quand elle n'était pas endiguée et régulée. Hein. Voilà. Donc je pense qu'on est dans une mythologie d'une nature un peu mythique, parfaite, idéale, dont rêvent certains, mais qui ont oublié quand même la réalité du monde. Qu'est-ce qu'on peut faire donc aujourd'hui pour lutter contre cette destruction des moulins? Quelles sont les actions que vous avez entreprises avec l'association? Alors avant de répondre à cette question, je vais quand même mettre un point qui est très important. C'est que donc, ces 12 000 destructions sur 60 000 ont un impact très important sur à la fois nos périodes de sécheresse qu'elles aggravent, puisque lorsque vous abaissez le niveau de la rivière, au lieu d'avoir une rivière étagée comme ça, vous avez une rivière où les eaux courent beaucoup plus vite sur des niveaux beaucoup plus faibles avec moins de volume, vous vidangez la nappe alluviale. La nappe alluviale, ce sont toutes les eaux qui sont retenues dans nos vallées. Et ce sont des milliards de mètres cubes d'eau douce qui alimentent nos nappes profondes. Donc d'une part, quand vous supprimez tous ces seuils, au bout de 4-5 ans, ces nappes alluviales, dans les vallées alluviales, hein, pas dans les montagnes, mais dans nos plaines, finissent par se vidanger. Donc vous asséchez globalement votre vallée et vous aggravez vos pénuries d'eau parce qu'il n'y a plus d'alimentation des nappes profondes.
Là, on voit l'exemple, ce que c'est qu'une rivière en amont d'un seuil et ce que c'est devenu une fois qu'on l'a supprimé. Hein. Donc vous voyez l'ancien lit de la rivière et ce que ça devient. Donc, vous voyez tous ces eaux et le niveau de la nappe est précisément au niveau de la berge lorsque la rivière est haute. Donc voilà, d'une part, nous sommes en train de vidanger et d'aggraver nos pénuries d'eau. Il faut savoir qu'en France, on ne retient que 4,7% du flux annuel d'eau, quand l'Espagne en retient 48%. Donc moi, quand j'entends que la France manque d'eau, non, on ne manque pas d'eau et en plus, nous déstockons nos eaux par ces destructions massives, puisqu'il n'y a pas que les eaux de surface, il y a toutes ces eaux profondes qui sont beaucoup plus importantes et très très importantes. Et le deuxième élément, et c'est pour ça que ces ouvrages ont été aussi construits, hein, c'est une véritable civilisation des eaux, c'est que lors des fortes pluies hivernales, comme en ce moment, vous voyez qu'il y a des inondations un peu partout, nous allons écrire déjà au ministre à ce sujet, quand vous cassez tous ces seuils, historiquement, lorsque le flux d'eau est important dans la rivière, au niveau de votre petit barrage, on ouvrait les vannes, l'excès d'eau passait, mais au-delà, s'il y avait trop de débit, les eaux débordaient juste en amont. Et comme le niveau d'eau est proche de la berge, ces débordements étaient facilités dans les limageurs. Ce qui fait que les limageurs, lors des très fortes pluies, vont stocker énormément d'eau par débordement de la rivière. Or, quand vous cassez tout, vous n'avez plus ces débordements précoces en amont. Donc tout le flux d'eau court à grande vitesse à l'aval et vous avez des inondations au point de resserrement dans les villages. Et là, notamment, ce qui s'est passé au mois de juin 2024, ces fameuses crues éclairs suite à des fortes pluies orageuses, mais qui ne sont pas exceptionnelles, où certains villages ont vu 1 mètre, 1,50 mètre d'eau, c'est quasiment systématiquement, on est en train de faire l'étude au cas par cas, sur des cours d'eau où en amont, on a détruit les 2/3, les 3/4 des seuils de moulins. Donc évidemment, les eaux courent beaucoup plus vite à l'aval et on a une sinistralité climatique qui, en raison de ces centaines, milliers maintenant de destructions, ne fera que s'accroître avec chaque fois qu'on aura très forte pluie, des débordements à l'aval très importants, beaucoup plus importants qu'autrefois, puisque on n'a plus ces débordements précoces et ce laminage des crues sur l'ensemble des bassins, comme c'était le cas auparavant. Alors que faut-il faire ? Comment lutter ? Alors comment lutter ? On a quand même fait voter un article de loi en 2021. La loi n'a jamais prévu de détruire ces ouvrages. La loi prévoyait de les gérer, de les entretenir et de les équiper pour permettre le franchissement des poissons migrateurs. Il y a une forme de dévoiement de la loi à travers cette circulaire incitative, mais également à travers les programmes d'aide des agences de l'eau. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'un propriétaire de moulin a un seuil, on va exiger, même si ce sont des seuils de faible hauteur qui n'ont jamais entravé la circulation des migrateurs, mais on va exiger des aménagements piscicoles assez coûteux, voire très coûteux, et qui sont peu financés par l'agence de l'eau. Ce qui fait que pour un petit propriétaire de moulin, parfois, là on a un cas dans le Nord où on leur demande 500 000 € pour faire un bras de contournement sur un moulin du XIe siècle qui a une chute d'1,80 m, ce qui est... Et évidemment, les agences de l'eau, celles d'Artois-Picardie, ne financent pas pour le coup. La plupart financent à moitié. Et donc ce qu'on va dire aux propriétaires, c'est bon, si vous ne pouvez pas financer, ce qu'on peut faire, c'est le détruire. Et là, c'est financer intégralement, puisque la politique est de détruire. C'est comme ça qu'on en a détruit 12 000. Alors, sur ces 12 000, vous avez à peu près 10 000 chaussées et vanages de moulins, puisque vous avez aussi des buses, vous avez certains ouvrages qui sont ou des digues d'étang, mais à 80% c'est du moulin. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faudrait commencer par appliquer la loi, puisque la loi n'a jamais prévu de détruire et que nous avons fait ajouter un amendement en 2021. Les parlementaires se sont saisis de cette question et ils ont rajouté à cet article de loi le fait d'interdire la destruction des chaussées de moulins dans le cadre de ces efforts de circulation du poisson migrateur. Malgré tout, les programmes d'aide n'ont pas changé, nous avons dû les attaquer. Nous avons plutôt des résultats positifs auprès des tribunaux administratifs en ce moment, mais nous allons refaire une communication là, puisqu'il y a un nouveau Parlement, un nouveau gouvernement, sur ces histoires de crues, sur tout ce patrimoine qui est un patrimoine vivant, qui est indispensable à la régulation de nos eaux, aussi bien préservation qu'amortissement des phénomènes de crues. Et là, nous travaillons... Parce que lorsque nous avions ce type de discours, comme nous sommes fédération de moulins, on nous disait oui, enfin bon, vous défendez, ce qui est normal. Donc nous nous sommes rapprochés de parmi les meilleurs scientifiques. Monsieur Lévesque s'est présenté très rapidement, mais ce sont qui maintenant nous aident, nous donnent les documents et qui ont écrit un avis, notamment en 2023, en disant qu'il fallait absolument cesser ces destructions, puisque nous étions en train de dérégler ce règlement qui est notre civilisation des eaux. Et donc d'aggraver tous ces phénomènes dont on a parlé, crues, sécheresse en particulier, et atteinte à la biodiversité, puisque le dernier effet, c'est que l'été, lors des sécheresses, et ça on l'a documenté en 2022, notamment la dernière grande sécheresse, on avait des centaines de kilomètres de cours d'eau à sec,
là où ces ouvrages ont été détruits. Sur le même cours d'eau, un peu en aval ou en amont, là où ils ont été conservés, vous aviez des poches d'eau de plusieurs centaines, voire kilomètres de long, qui étaient préservées avec toute la faune et la flore qui subsistaient grâce à ces petits ouvrages, comme ceux des barrages de Castor. Voilà. Oui, on peut espérer que vos deux discours combinés pourront faire changer un peu les choses. Alors, je ne réserve pas le meilleur pour la fin, parce que ce meilleur n'est pas forcément réjouissant, mais le résultat, le bilan de ces destructions de petits barrages, qu'est-ce que c'est à votre avis? Déjà, ces phénomènes de crue. Non, mais pour les poissons. Parce que l'objectif, c'était quand même de faire revenir les poissons migrateurs. Parce qu'avec les associations de protection de la nature, il y avait une catégorie de pêcheurs à la ligne, qui avait pour objectif, lui, de faire revenir les poissons migrateurs. Et il y avait derrière ça la protection de la nature et des poissons migrateurs. Vous savez, ce qu'on appelle l'érosion de la biodiversité. On pourrait en discuter longuement. Bon, en réalité, le bilan, il est très clair. Il n'y a pratiquement plus de poissons migrateurs. Je veux dire qu'il est très clair, le bilan. Et je m'étonne qu'on ne le fasse pas plus connaître. C'est-à-dire que la lauze a pratiquement disparu de tous les cours d'eau. Le poisson, le saumon n'est plus présent qu'épisodiquement dans certains cours d'eau, et essentiellement par alvinage, c'est-à-dire que la reproduction naturelle ne se fait pratiquement plus, parce que les frayères sont détruites, parce que la qualité de l'eau n'est pas suffisante, parce qu'il y a du braconnage, parce qu'il y a de la pêche en mer, parce qu'il y a un changement climatique. Je n'accuse pas le changement climatique. Le saumon ne vit pas au-delà de 25 degrés de température de l'eau. Avec le réchauffement climatique, la température augmente et automatiquement la zone de reproduction du saumon remonte vers le nord. Donc le bilan, il est catastrophique. On a détruit des quantités de barrages, on a détruit des quantités de milieux aquatiques intéressants du point de vue de la biodiversité. Ce qu'on ne vous dit pas non plus, c'est que les espèces ne vivent pas toutes en eau courante. Il y a une partie de la biodiversité qui vit en eau stagnante. Quand on a détruit le barrage de Maison Rouge, on a évité d'en parler, mais on a détruit en même temps un site majeur de la mulette perlière. Mulette perlière, c'est un grand lamellibranche d'eau douce qui est protégé, espèce absolument protégée. Personne n'en a parlé. Quand même bizarre. Quand on parle de l'érosion, mais on ne parle pas de la destruction à cause des projets d'aménagement et de renaturation. Donc, il faut dire très clairement que ça ne sert à rien, que ça coûte très cher et qu'on veut continuer cette politique puisqu'il y a à l'heure actuelle une directive européenne qui va dans ce sens. 25 000 km de rivières à renaturer en Europe, c'est-à-dire à faire les conneries qu'on a faites en France, pour dire les choses clairement. Le mot de la fin, Monsieur Méningue, vous voulez ajouter quelque chose ? Mais écoutez, j'ai quand même bon espoir puisque ça fait 15 ans qu'on a détruit massivement. Maintenant, on a un vrai retour d'expérience. Là, on a repris tous les tableaux des migrateurs. Au mieux, ça stagne à des niveaux historiquement bas, c'est quelques centaines qu'on trouve. Au pire, ça s'effondre. Donc la politique est effectivement un échec terrible sur ce volet juste migrateur. Pour les autres milieux aquatiques, c'est dramatique puisque les cours d'eau deviennent à sec l'été, donc là nous n'avons plus rien, y compris les milieux rivulaires et tous ceux qui dépendent des eaux. Et on va avoir du mal à expliquer aux gens que moins on a d'eau dans nos rivières et plus on a de biodiversité. Sans eau, pas de vie. Mais surtout, je pense que ce qui peut faire bouger le politique, c'est que nous sommes en train de voir ce que ces destructions de masse ont produites. Inondations, sécheresse, on aggrave, en plus on a un effet sur l'homme derrière et nos activités qui sont touchées maintenant. Parce que si c'était quelques centaines, mais là nous en sommes à 12 000, c'est beaucoup. Écoutez, je vous remercie beaucoup tous les deux pour cet échange très intéressant. Je fais une petite promotion pour Monsieur Christian Lévesque avec son ouvrage qui est en distribution actuellement. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Si vous souhaitez revoir cette émission ou découvrir nos autres programmes qui ont été tournés dans le cadre du Forum du Patrimoine, vous pouvez vous rendre sur notre plateforme YouTube Atrium Patrimoine et Restauration. Merci et à bientôt.